Alors nous allons ensemble parler aujourd'hui de Sigmund Freud, l'inventeur juif de la psychanalyse. Et pour nous en parler, Daniel Lebrun, que nous espérons donc, et Félix Pérez, qui est à mes côtés. Alors Félix Pérez, que je vais présenter très brièvement, maître de conférence en philosophie, esthétique et sciences de l'art en 1984. Est-ce que je me trompe ou pas? Je ne me trompe pas. À Paris 7, des études de philosophie, de très nombreuses années d'enseignement, un doctorat de 3e cycle autour de la pensée d'Emmanuel Lévinas, des enseignements en université et notamment à Madagascar jusqu'en 91. Félix Pérez a enseigné la philosophie dans l'UFR des sciences, des textes et documents et dans le cadre du département de formation de lettres et sciences humaines. Il a été responsable de cours sur Spinoza, Pascal, Jean-Paul Sartre, Bergson et autres, Sigmund Freud. Et c'est évidemment à ce titre qu'il nous fait l'amitié d'être avec nous ce soir. Alors quand je lui ai dit, voilà, il va falloir qu'on parle de ça, le sujet c'est Freud, l'inventeur juif de la psychanalyse. Il m'a dit juif, mais pourquoi est-ce qu'on met du juif là où il n'y en a pas? Bon, c'était pas bien commencé l'histoire, mais j'espère qu'il va arriver à se sortir de ça. Alors très rapidement, je vais vous googliser la chose. Freud est né en 1856 dans une famille de commerçants de Freiberg en Moravie. Le jeune Sigmund, qui s'appelle Shlomo, puisqu'il s'appelle Shlomo Sigmund Freud, s'intéresse à la fois à la médecine et à la philosophie. Ce qui est intéressant, il va s'engager d'abord dans la première voie et va se spécialiser en neurologie. Et puis, très rapidement, vous savez que dans les cursus universitaires, ce sont les rencontres qui font les hommes. Une rencontre va être déterminante, c'est la rencontre avec Charcot, dont il dira « Ce que je sais, c'est qu'aucun homme n'a jamais eu autant d'influence sur moi ». Freud considérait que 3 révolutions avaient blessé l'amour-propre de l'humanité. Copernic, puisque la Terre n'est plus la planète autour de laquelle semblait jusqu'alors graviter l'ensemble de l'univers. Darwin, où il apparaît que l'Homo sapiens n'est pas sorti tel quel du Jardin d'Éden, et la dernière, mais non la moindre, dont il est lui-même l'auteur, la découverte de l'inconscient qui ruine la maîtrise que nous croyons avoir sur nous-mêmes. Rêve, lapsus, acte manqué, oubli, témoignent à foison d'un inconnu qui règne donc dans la maison. Et le judaïsme dans tout ça, me direz-vous? Eh bien, dans un de ses derniers ouvrages, écrit en 1934, publié en 1939, Moïse et le monothéisme, c'est le dernier qu'il a publié, donc c'est le dernier qu'il a écrit. Freud n'a cessé de prendre publiquement ses distances avec la religion juive, et là, il va bouleverser de fond en comble tout ce que la tradition nous a dit du fondateur du judaïsme, si on peut le considérer comme étant le fondateur du judaïsme. Je parle évidemment de Moïse, et sous la plume de Freud, voilà que Moïse n'est pas juif, mais est égyptien. Son monothéisme est issu du culte solaire d'Akhénaton. Et enfin, il est mort, assassiné par ses disciples juifs. Alors, de nombreuses œuvres, de nombreux textes ont été écrits à propos de ce Moïse freudien, et notamment un historien qui s'appelle Yosef Chaim Yerushalmi, qui a notamment interprété ce livre en disant, finalement, ce retour réflexif de Freud sur sa propre culture, eh bien, il ne s'agit pas, ou il ne faut pas en tout cas y voir un problème d'identité de Moïse ou du monothéisme, mais bien le problème de la tradition. C'est ce problème-là qui, selon lui, est posé. Maintenant que j'ai posé les bases, grosso modo, à gros traits, je peux évidemment vous dire que Freud en 1933, enfin les livres de Freud en 1933, et on va le voir sur des images pendant l'exposé ou entre l'exposé de Félix et celui de Daniel, on aura des images pour carner un petit peu le personnage. En 1933, les livres de Freud seront brûlés sur la place publique. Freud va se réfugier en Angleterre et il mourra assez âgé, je crois qu'il avait 83 ans, il mourra en 1939.
ironie du sort, si l'on peut dire, d'un cancer de la bouche. Donc, celui qui prenait la parole pour essayer de sonder les âmes, eh bien, ne pourra plus parler puisqu'il aura la bouche envahie par un cancer à sa mort à Londres, donc en 1939. Voilà, l'histoire est posée à gros traits et maintenant c'est avec délice que je me tourne vers vous, Félix. Ça marche. Allô? Oui, d'accord. Alors, je commence par la même anecdote que Paul-Henriette. C'est celle de avant Shabbat, on m'appelle, je reçois un coup de téléphone qui m'annonce que mardi soir, il y a un film de Cronenberg, Dangerous Method. Est-ce que tu pourrais venir l'introduire avec la psychanalyse? Je ne me sens pas à l'aise, mais je suis très flatté, très content. Je m'intéresse à la psychanalyse, mais je ne connais pas assez Sabine Spielrein, qui est en réalité le personnage principal du film. Je l'ai vu, je me dis que je devrais le revoir pour préparer le débat. Réponse, mais non, il s'agit de parler de Freud, il paraît que tu le connais. Moi. Bon, donc on parle plutôt de la relation difficile de Freud avec Jung. Non, de Freud. Moi. Ah, Freud, donc dans les années 1905-1908, c'est-à-dire les difficultés qu'ils ont eues entre eux, Freud et Jung. Non, Freud comme inventeur juif de la psychanalyse. Moi, alors là, inventeur juif de la psychanalyse, ce n'est pas qu'il n'y a pas de relation, mais la formulation m'a un peu sidéré. Pourrait-on dire Pasteur, inventeur catholique de la pénicilline? Ou les frères Lumière, inventeurs pétainistes du cinéma? Si encore Freud avait inventé le judaïsme. Mais voilà, cette curiosité ethnologique de mon interlocuteur n'était pas dénuée d'intérêt. Nous le verrons avec ce que je vais dire de Kafka. C'était pas faux. Bon. 2 jours plus tard, lors d'une rencontre avec cet interlocuteur à la Convention nationale du CRIF, je lui dis, bon, finalement, je parlerai d'abord de Freud, inventeur de la psychanalyse, et ensuite de Freud juif. Réponse, je crois qu'il vaut mieux que tu ne parles que de Freud juif. Mais si tu pouvais les faire rire en même temps, ce serait mieux. Fin de la discussion. Comprenez mon inquiétude en venant ici. Voilà. Donc, je vais parler d'abord de Freud et la psychanalyse, et ensuite de Freud juif. Donc, la question de la médecine à la fin du XIXe siècle, c'est qu'elle était essentiellement fondée sur la connaissance des mécanismes organiques. Tout à coup, elle se heurte plus particulièrement aux maladies de l'esprit, et plus spécialement à l'hystérie. Dans les années 80-85, Sigmund Freud, qui est médecin et qui a à peu près 30 ans, il obtient une bourse d'études et devient l'élève de Charcot, dont vous avez parlé. Et Freud, plus que ceux de son époque, cherche à s'éloigner de la médecine traditionnelle, pas de la fin du XIXe siècle. Contrairement à beaucoup de médecins de son époque, Charcot prend l'hystérie au sérieux et offre un exemple qui a du mérite pour approcher les maladies de l'esprit, mais il continue à vouloir réduire l'hystérie à des causes physiologiques. Freud est impressionné, comme vous l'avez dit, par la rencontre de Charcot et surtout de l'hypnose avec Charcot. L'hystérique présente des symptômes physiques, comme par exemple une paralysie ou une cécité, mais ne présente pas de lésions organiques pour expliquer cette paralysie. Par l'hypnose, Charcot va réussir à interrompre ce dysfonctionnement. Cependant, Charcot, même s'il prend l'hystérie au sérieux, cherche une solution encore du côté des origines physiologiques, en considérant cela comme une dégénérescence du système nerveux ou comme une origine dans l'hérédité. Freud revient de ce voyage à la Salpêtrière chez Charcot, il revient à Vienne et il rencontre alors Joseph Brauer, qui travaille, lui, sur l'hypnose. Donc, et Brauer va lui proposer de le prendre avec lui et pour rencontrer certains patients, de le prendre à son service. Donc, ils vont rencontrer, par exemple, une fille qui a des troubles de la vue et qui a perdu son père, troubles de la mobilité oculaire.
En hypnotisant la jeune fille, celle-ci va fournir des révélations intéressantes. À la mort de son père, on découvre qu'elle retenait son envie de pleurer en contractant douloureusement ses yeux. Au réveil de l'hypnose, après avoir cette forme de révélation, elle ne souffre plus, elle a retrouvé l'origine psychologique des symptômes. Son état s'améliore, mais provisoirement. Sigmund Freud et Breuer ont découvert une méthode cathartique, mais Freud n'est pas satisfait de cette méthode. Le sujet traité par l'hypnose a des résultats, mais souvent défaillants. Et pour lui, par ailleurs, il s'agit d'abandonner la méthode hypnotique parce qu'il la considère comme ayant un rapport matériel, comme étant une technique brutale. C'est comme une espèce de coup de poing qui assomme l'individu pour lui et qui l'endort. Or, cela ne lui convient pas, mais cela va le mettre sur la piste d'une autre méthode qui va consister à faire passer de l'inconscient à la conscience, mais sans aucune brutalité, comme l'hypnose ou quelque chose qui endort. Il va introduire, en somme, il va inventer, finalement, le traitement psychanalytique avec l'expérience du divan, parce qu'il n'a pas tout inventé, mais cela, c'est vraiment lui. Et avec de nombreuses règles dont je ne vais pas développer la totalité, des règles comme la non-omission, c'est-à-dire, ceux qui ont fait une analyse doivent trouver ce que je dis un peu puéril, mais bon, il faut quand même le dire. Il s'agit de ne rien cacher des idées qui nous viennent, même si elles sont ridicules. Deuxièmement, il faut se livrer à des associations d'idées à partir d'un mot qu'on vous propose, donner aussi vite que possible tous les mots auxquels ce premier mot fait penser, avec une évocation automatique. Et cela permet, ces associations vont permettre à des résistances du malade de se manifester. Et sous cette forme, Freud, ou du moins le psychanalyste, va pouvoir saisir ce qui est refoulé à partir de, notamment, les lapsus, les actes manqués, les oublis. Voilà. Ces éléments de la psychanalyse vont révéler un sens positif à ces approches qui peuvent sembler négatives. Les oublis, les distractions, tout cela va avoir du sens. Par ailleurs, il y a un des éléments fondamentaux. Si vous voulez, je vous développe d'une façon indécente l'introduction à la psychanalyse qui a 500 pages. Par ailleurs, le plus important, c'est le rêve, qui sera pour Freud la voie royale de l'exploration de l'inconscient. Donc Freud quitte la signification métaphysique ou physiologique du rêve pour approcher une signification psychologique. Ça veut dire métaphysique, ça voudrait dire les héros d'Homère qui voient dans les songes une réalité qui va advenir, ou les prophètes de la Torah qui peuvent avoir quelque chose qui leur est révélé par le rêve. Et physiologique, c'est, si vous voulez, le rêve qui me fait comprendre que lorsque la conscience cesse d'être vigilante, ce sont des images mentales, comme si elles étaient contenues dans des cellules nerveuses, comme si elles s'enchaînaient de n'importe comment. Alors, le songe, selon cette approche physiologique, aurait un caractère absurde, une espèce de mécanique nerveuse réduite à elle-même, libérée en somme du contrôle de la raison, et alors on a des images folles. Pour Freud, ni l'explication métaphysique, ni l'explication physiologique ne peuvent découvrir le sens du rêve, qui est un sens pour lui absolument humain. Donc il humanise le rêve. Il va lire le rêve, comme on lit un texte. C'est un texte. Alors, il faut dire que Freud, en dehors du fait qu'il soit médecin, neurologue, etc., c'est un véritable intellectuel. C'est-à-dire qu'il lit, un vrai lecteur. Donc les rêves ont un sens, c'est-à-dire qu'ils me concernent. Ils ont une signification d'une façon générale. Et la première signification, c'est qu'ils me permettent de continuer de dormir. C'est la première signification du rêve. Pour cela, si je rêve que je bois alors que j'ai soif, c'est pour que je puisse continuer de dormir. Et l'intérêt du rêve nocturne réside en ceci, qu'il y a une satisfaction des désirs inconscients dans le rêve en dehors des contraintes morales. Alors évidemment, lui va travailler sur ce qui est refoulé dans le rêve. Bien sûr, les enfants vont avoir
une réalisation franche des désirs inconscients qui se sont produits dans la journée. Donc tout le développement, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans l'état de veille. Le gosse, il a joué au ballon, on lui a pris le ballon, il va rêver du ballon. Pour les adultes, c'est un peu différent parce que bon, la réalisation, elle va pas être franchement franche, si vous voulez, elle va être déguisée et il va y avoir, à partir de là, une traduction symbolique qu'il va falloir découvrir. Et dans cette perspective, le psychanalyste sera celui qui va déchiffrer, à travers ce qui ne se manifeste pas, si vous voulez, la signification symbolique de ce qu'on laisse passer par le rêve de nos désirs. Moïse. D'accord. Donc voilà. Alors, si vous voulez, j'approche de la problématique qui serait celle de Freud qui découvre le complexe d'Oedipe. Bon, je ne vais pas en parler, je crois que de l'autre côté on va en parler, mais il le découvre avec la mort de son père. Et là, nous pouvons peut-être envisager qu'il y a un lien avec ce qu'on peut appeler l'esprit juif. Pas ? Avant de parler de Moïse, je voudrais parler 2 minutes de cela. Peut-être y a-t-il des liens entre l'esprit juif et la psychanalyse. Certains auteurs, comme David Bakan, qui a écrit un ouvrage là-dessus, ont essayé de montrer que Freud s'est inspiré de la Kabbale en étudiant les voies mystérieuses par lesquelles la doctrine de la Kabbale a pu se transmettre à un juif. Or, Freud, lui, se déclare un croyant rationaliste, extrême, comme il le dit selon son propre langage. Il est hostile par tempérament à toute espèce de mysticisme, et il n'a pas l'ombre d'une culture dans ce domaine spécial, la mystique. On ne peut donc parler de mystique sans tenir compte de tout ce que Freud a pensé à l'occasion de ce genre de rapprochement. On peut par contre penser que Freud lui-même a pu considérer qu'il avait l'esprit juif, c'est-à-dire qu'il se trouvait, par exemple, comme il le dit, démuni de préjugés. Comme juif, j'étais aussi préparé à rejoindre l'opposition et à renoncer à toute entente avec la majorité compacte. Ce qu'il envisage, c'est que le juif a 2 avantages dans l'exercice d'une pensée saine, c'est qu'il n'a pas la tête obscurcie par des croyances, des superstitions qui peuvent encombrer pour lui l'esprit du chrétien le plus avancé. Il faut dire qu'il fait partie de l'Allemagne, la Scala, le mouvement des Lumières. Donc, dans sa discussion, par exemple, avec le pasteur Pfister, il y a beaucoup de correspondances, il lui demande pourquoi il a fallu attendre un juif absolument impie pour inventer la psychanalyse. En effet, pour Freud, un juif peut trouver le chemin de la théorie alors que le non-juif doit surmonter un grand nombre d'obstacles du fait de ses préjugés. Dans le rapport à Jung, même si Jung était très sincère, par exemple, il considère que celui-ci doit être aidé pour faire le bond décisif qui le conduira à ce qu'on appelle la science juive. Ce que, si vous voulez, ceux qui s'y opposaient ont appelé de façon péjorative la science juive. Ce sont même les nazis qui l'ont intitulée sous cette forme. Pourquoi ? Parce que Jung, selon lui, restait captif de sa propre archéologie. Lorsqu'il parle avec Karl Abraham, vous savez que, psychanalyse, il y avait beaucoup de juifs, il y avait même presque que des juifs. Alors Karl Abraham, en 1908, se méfie des écarts théoriques de Jung et il dit à Karl Abraham, montrez-vous tolérant et n'oubliez pas qu'il vous est maintenant plus facile qu'à Jung d'adopter mes vues. D'abord parce que vous êtes totalement indépendant, ensuite parce que des affinités de race vous rapprochent de mon tempérament intellectuel. Rappelez-vous aussi que Jung est chrétien et fils de pasteur, et n'a trouvé le chemin vers moi qu'en surmontant de grandes résistances. Son adhésion n'en a que plus de valeur. J'allais presque dire que son entrée sur la scène de la psychanalyse en a éloigné le danger de voir cette science devenir une affaire nationale juive. Donc, si vous voulez, Jung représente une issue véritable pour Freud. Freud a peur que la psychanalyse devienne une affaire juive, puisque tout le monde la conçoit sous cette forme. Et Jung se présente pour lui comme la véritable issue. Voilà un goy qui va pouvoir introduire la psychanalyse dans le monde et on ne pourra pas nous discriminer. Donc il va tenter de faire passer son message à une communauté plus large que les juifs, parce qu'aux séances du mercredi, il n'y avait que cela. Chaque mercredi soir, il y avait une réunion des psychanalystes. Voilà, donc
on devra, sous cette forme, s'en dégager, mais Jung va avoir des difficultés. Bon, il va y avoir des problèmes, puisque, vous savez, Jung, il est travaillé par... hostile par... Ah non, pardon, je croyais que c'était une petite annonce. Donc, voilà, c'est cette difficulté que Jung va avoir pour éliminer les images archaïques, qui sont finalement un dépôt culturel qui serait là dans une espèce d'inconscient, qui ne marche pas pour Freud à ce moment-là, qui va véritablement les séparer. C'est un peu ce que nous allons voir dans le film, c'est-à-dire la querelle entre eux, mais cela va se passer avec Sabina Spielrein, qui elle, est une étudiante russe, une malade qui vient voir Jung dans cet hôpital horrible que vous allez voir au début. Alors, Freud met l'accent sur la filiation juive de la psychanalyse et fait ressortir la solidarité du judaïsme et de la nouvelle science, mais surtout face à la judéophobie, c'est-à-dire à ceux qui ne l'aiment pas. De notre côté, du côté juif, il n'accorde qu'un intérêt très amusé aux élèves hébraïsants qui trouvent dans les sources juives de quoi lui conférer d'authentiques titres de noblesse lorsqu'ils ont lu l'interprétation des rêves. Par exemple, la place que tient dans leur enseignement la valeur des mots et des nombres en matière d'exégèse, ou l'importance qu'ils attachent à la sexualité conjugale et d'une manière générale à l'existence quotidienne. Tout cela permet des rapprochements pour Freud, très intéressants, mais conduit à des ressemblances approximatives, car on peut en trouver partout ailleurs, dans les différentes traditions. En tout cas, Freud ne veut pas insister sur la couleur locale de ses découvertes. Il a surtout la prétention d'élargir la connaissance scientifique. Pour ce qui se disait tout à l'heure, il y a pourtant, si vous voulez, un penseur et non des moindres qui se pose non pas la question de la psychanalyse dans le monde, mais de la psychanalyse dans le judaïsme de l'époque. C'est Kafka. Pour Kafka, lui qui n'aime pas la psychanalyse n'est pas une théorie générale du psychisme humain. En tout cas, le juif ne doit pas la regarder comme telle. C'est Marthe Robert qui fait cette analyse dans l'ouvrage d'Oedipe à Moïse. L'œuvre de Freud est pour lui bien plutôt un chapitre de l'histoire juive, écrite pour la génération actuelle, comme les commentaires du Talmud. En 1922, il dira « Ce n'est pas un plaisir de s'occuper de psychanalyse et je m'en tiens aussi éloigné que possible, mais elle existe au moins autant que cette génération. Depuis toujours, le judaïsme produit ses peines et ses joies, presque en même temps, que le commentaire de Rachi qui s'y rapporte. Rachi écrivait pour les Juifs, pour que les Juifs puissent être fidèles à leur loi, alors que cela devenait difficile. Pour Kafka, c'est la même chose. Il y a un mal dans la littérature allemande, et Freud écrit pour la jeune génération juive allemande. Donc, bien sûr, Kafka a une autre vision. Il ne s'agit pas d'un complexe paternel innocent, il s'agit d'un complexe paternel coupable. Le père est coupable dans j'ai entendu, oui. Donc, il est coupable vraiment, et la structure oedipienne ou pas, il est coupable de quoi? De ne pas rompre avec un judaïsme qui est vide. C'est cela qui lui est reproché. Il pourrait rompre, et de l'autre côté, il ne peut pas transmettre à ses enfants le judaïsme, il ne transmet que des singeries. Donc, dans la lettre que Kafka écrit à son père, il manifeste qu'il aurait aimé s'unir à son père, soit en se retrouvant tous les deux dans le judaïsme, soit en le quittant ensemble. Ce qu'il reproche à son père, c'est un judaïsme tiède, mou, qui ne donne à ses enfants que d'incompréhensibles obligations. La situation de Freud est analogue. Il sent une certaine mollesse avec son père et il aura des difficultés dont je ne peux pas parler. Je vois qu'il faut raccourcir. Je voudrais au moins parler de Moïse. Est-ce que j'ai le temps? On va peut-être laisser parler Daniel, qui va repositionner un peu les choses. Et puis après, on revient sur Moïse, assez court, pour qu'on ait le temps de pouvoir voir le film. Très bien. Je présente Daniel. Oui, alors, en un mot, avant de laisser la parole à Daniel Brun, que je voudrais remercier d'être là ce soir.
quelques mots d'introduction pour dire que Daniel Brun est professeur émérite à Paris 7, a introduit un langage entre la médecine et la psychanalyse qui nous est cher chaque année avec un rendez-vous important des colloques de médecine et psychanalyse qui essayent d'actualiser les enjeux de la médecine avec la lecture analytique et qui est auteur de nombreux ouvrages chez Odile Jacob, les derniers, dont le dernier paru Mère majuscule. Je lui cède très vite la parole parce que la soirée est longue et je vous remercie. Merci à vous et excusez-nous d'être arrivés en retard. Comment peut-être enchaîner sur ce qui vient d'être dit. Peut-être l'essentiel, c'est de vous signaler que Freud voulait compliquer au maximum la tâche de ses biographes et redoutait qu'on assimile la psychanalyse à son histoire. Et juste une citation pour commencer, un anthropologue américain qui s'appelle Abraham Gardiner et qui a fait son analyse avec Freud raconte dans son livre qu'un jour il demanda à Freud s'il se considérait comme un grand homme et Freud a répondu « Non, je ne le suis pas, mais j'ai fait une grande découverte ». Et je crois que c'est ça que je voudrais vous communiquer ce soir, c'est la différence entre l'homme et la découverte. Alors d'abord, peut-être situer sur le plan historique la découverte de la psychanalyse dans la Vienne fin de siècle. Il y a un historien américain qui s'appelle Karl Schorske qui a fait un très beau livre qui est paru, je ne sais pas, dans les années 80, sur le contexte historique où la psychanalyse a vu le jour. Dans la Vienne fin de siècle, donc fin du 19e siècle, où Freud arrive, 1880, eh bien, c'est le déclin de l'Empire austro-hongrois. Et ce que remarque l'historien américain, c'est qu'il va y avoir un souci de rupture avec l'antérieur, avec le passé. Et on a dans cette Vienne fin de siècle une efflorescence de mouvements culturels et de mouvements nouveaux dans de nombreux domaines, comme vous le savez, la musique avec Mahler et Schoenberg, la peinture avec Kokoschka, Klimt, Egon Schiele, l'architecture, Loos, la philosophie, Wittgenstein, et voilà que Freud se situe là-dedans, se situe dans ce mouvement-là, et où quand même, effectivement, à Vienne, il y a une petite société qui est ouverte au nouveau, mais où il y a une bourgeoisie qui a une vie sociale assez rétrécie et sur laquelle je reviendrai parce que évidemment il faut faire place à la vie sexuelle, aux modalités de la vie sexuelle dans cette Vienne fin de siècle. Alors, est-ce que c'est Freud qui a inventé la psychanalyse ? Ça, c'est une vraie question. C'est une vraie question parce que comment les choses se sont-elles passées dans cette Vienne fin de siècle ? Il y a eu aussi Paris. Alors, il y a d'abord Freud, effectivement, qui est le premier-né du troisième mariage de son père, et il est le premier-né d'une jeune femme de 20 ans, dont il sera le fils, le favori incontesté de sa mère. Et dans la littérature et dans les figures tutélaires que Freud va présenter dans son œuvre, il y aura Goethe. Et Goethe est, ou a été, comme Freud se dit l'avoir été, le favori incontesté de sa mère. Et dans ce cas-là, l'avenir est ouvert au favori incontesté de la mère. Ça, c'est une anecdote. Mais je disais, est-ce que c'est Freud qui a inventé la psychanalyse ? Et là, il y a une petite dérive, un petit détour à faire par justement Joseph Breuer,
Joseph Breuer, qui était un médecin, effectivement juif, son père était rabbin, je crois, mais médecin avec une très belle clientèle à Vienne, et qui un jour rencontre une jeune femme qui a laissé son nom sous des initiales, un prénom qui n'est pas le sien, sous le prénom de Anna, alors qu'elle s'appelait Bertha, et sous l'initiale de son nom de famille, qui est un O, alors qu'elle s'appelait Pappenheim. Cette jeune femme de 20 ans se trouve en proie à des symptômes de paralysie, de perte de sa langue maternelle, les symptômes hystériques que l'on connaît. Et là, juste pour l'anecdote aussi, Breuer va visiter cette jeune fille qui a des hallucinations et des états de transe. Et quand il lui rend visite et qu'elle est revenue dans un état normal, elle lui raconte les souvenirs qui peuvent se rattacher à tel ou tel élément de cette crise. Et comme par miracle, les symptômes cèdent. Alors, il faut faire une place à l'hystérie. L'hystérie et à ce que Freud a fait en inventant la psychanalyse, il a sorti l'hystérie de la médecine. Michel parlait de mes intérêts entre médecine et psychanalyse. La psychanalyse est née d'une position, d'une transformation de l'appartenance de l'hystérie qui appartenait à la médecine. Depuis le Moyen-Âge, les femmes étaient possédées et l'hystérie était un fléau de la médecine, comme aujourd'hui le sida, le cancer. Enfin voilà, la médecine échouait à guérir l'hystérie. Et la méthode de Freud, qui fut celle de Breuer, et qu'il a aussi perfectionné, comme il s'était dit tout à l'heure, en passant par 2 voyages en France, sur lesquels je vais brièvement revenir, eh bien, il a sorti l'hystérie du champ de la médecine. Pourquoi ? Parce qu'on découvrait à ce moment-là que les lésions sur lesquelles se greffaient les symptômes, ça n'était pas des lésions, il n'y avait pas d'atteinte neurologique grave, il y avait une atteinte des fonctions. Donc il ne fallait pas confondre le lésionnel avec le fonctionnel, et c'est en raison du fait que les fonctions, et ça on le savait depuis Charcot, que les fonctions vitales centrales n'étaient pas atteintes, et néanmoins on observait des paralysies, des cécités, et tous les symptômes qui atteignaient les fonctions majeures. Et c'était le cas de Breuer, qui a été donc l'aîné de Freud, et qui était tellement étonné de ce qui se passait avec sa jeune patiente Bertha Pappenheim, que le soir, il venait rendre visite à Vienne en 1882 dans sa chambre d'étudiant, et il lui racontait ce qui se passait. Et ça, dans le développement de la psychanalyse, ce que Freud a entendu sans jamais avoir rencontré cette première patiente qui est restée inaugurale dans la psychanalyse et qui a inauguré aussi le féminisme, c'est aussi, enfin voilà, qui a inventé la psychanalyse? Est-ce que ce sont les femmes, les jeunes filles? Et on le dit, ce sont les jeunes filles, ou c'est Freud? Quel est le mérite de Freud? Peut-être que le grand mérite de Freud, c'est d'avoir su prêter l'oreille à ce que les jeunes filles et les femmes disaient des traumatismes ou des douleurs ou des états psychiques dans lesquels elles se trouvaient. Donc, en 1882, Freud est jeune étudiant, il entend Breuer parler d'Annao. Là-dessus, en 1885, il vient à Paris et il découvre le grand magicien qui était Jean-Martin Charcot et qui hypnotisait. Donc, il y avait les grandes leçons du mardi à la Salpêtrière où Charcot hypnotisait et recréait des crises d'hystérie. À propos de films, il y a un film sur Charcot qui vient de sortir, qui est tout à fait intéressant, avec Vincent Lindon, qui s'appelle Augustine. Vous me dites quand vous voulez que je m'arrête. Il faut raccourcir juste un tout petit peu. Ah oui, mais alors, il y a l'entendu. Je voudrais simplement insister sur le fait que Freud a entendu Breuer, il a vu Charcot, et quand il est revenu, lui, à Vienne, il a donc inventé la psychanalyse sur la transformation du statut de l'hystérie et sur
cette utilisation de la thérapeutique de l'hypnose qui servait à mettre les patientes, à transformer leur vigilance, à les mettre dans un état second au cours duquel elles pouvaient dire ce que dans la vie éveillée, la censure les empêchait de dire. Alors, donc, c'est Freud, c'est sûr, mais c'est aussi d'avoir su donner la parole aux femmes. Alors, quels sont les 3 grands piliers de l'invention de Freud? Sûrement l'inconscient. Qu'est-ce que c'est que l'inconscient? L'inconscient, il existait depuis Leibniz. On l'utilisait, on savait ce que c'était. On le tenait simplement pour une partie de la vie psychique qui était exclue de la conscience. Et on pensait, justement, en mettant les patientes dans un état second, que ce qui était inconscient reviendrait à la conscience. L'invention de Freud, c'est d'avoir conféré à l'inconscient des lois propres et un statut parfaitement hétérogène et différent de celui de la vie consciente. C'est son invention. La deuxième invention de Freud, si on parle d'invention, c'est la sexualité infantile. Il a défini l'enfant comme étant sensible, et on le comprend aujourd'hui parce qu'avec les soins maternels, l'enfant découvre son corps, accède au langage et il y a des zones de son corps qui deviennent de plus en plus sensibles et donc il y a un éveil de sa sexualité infantile, ce qui ne veut pas dire que c'est un horrible petit pervers. Et puis ce que Freud a inventé, qui existait depuis le début et que ses collègues n'avaient pas su identifier, c'est la question du transfert. La question du transfert, c'est la relation qui se noue avec le médecin, l'investissement du médecin comme personne de confiance, on dirait, et sur lequel un certain amour va être projeté. Et le génie de Freud, ça a été de considérer que cet amour, que le traitement qu'il faisait ou l'intérêt qu'il portait lui-même à ses patientes, n'était pas... L'amour qu'il suscitait ne lui était pas destiné en tant que personne qui aurait été le séducteur incarné, mais que c'était l'enjeu de l'intérêt thérapeutique et de la prise de conscience et de cette relation individuelle avec les patientes. Et alors, ce que je voudrais encore dire quand même, c'est que la lutte de Freud, ça a été évidemment concernant le statut de l'hystérie qu'il a sorti de la médecine, mais aussi une lutte contre la théorie de la dégénérescence héréditaire qui prévalait à l'époque, finalement dans le contexte des maladies sexuellement transmissibles telles que la syphilis, et où on considérait que les troubles dont souffraient aussi bien les hommes que les femmes, mais il y a eu un intérêt particulier pour les jeunes filles et pour les attouchements sexuels dont elles étaient l'objet de la part de leur père, eh bien, Freud a lutté contre cette théorie de la dégénérescence héréditaire liée à la contamination sexuelle de l'époque, au manque d'hygiène, et donc il a promu la réalité psychique et la vie psychique comme étant évidemment articulées sur la vie quotidienne, mais comme ayant un fonctionnement différent en termes de fantasmes qui ne sont pas tout à fait les fantaisies, et que la mise en mots et la réédition dans la relation avec le psychanalyste pouvaient permettre la guérison. C'est très différent de l'hypnose et très différent de la passivation qui avait lieu à l'origine, parce que hypnotiser les patients, c'est les rendre passifs et les rendre oublieux de ce qui s'est passé pendant la séance d'hypnose. Donc tout le progrès, on va dire, de la psychanalyse, tout au long du parcours de Freud et après Freud, c'était justement de permettre à chaque patient qui a sa conscience de prendre acte des effets de son inconscient. C'est ça la psychanalyse. Voilà, merci. Daniel, vous revenez si on vous invite à une conférence sur Breuer, l'inventeur juif de la psychanalyse.
On ne dit pas que Jésus-Christ est l'inventeur juif du christianisme aussi. Ça a déjà été dit tout à l'heure. Mais Et Karl Marx, l'inventeur juif du socialisme. Voilà, d'accord, ok. Ben, nous tenons une intervenante de plus dans nos conférences. On va évidemment voir le film. Je vais vous laisser, si vous le souhaitez, Alors, pour le film, ah oui, on n'a pas beaucoup parlé de Jung. Effectivement. Alors, quand même, il faut savoir que Jung travaillait en Suisse avec un grand psychiatre qui s'appelle Bleuler, dont vous allez à peine entendre parler. On entend son nom, mais Jung était l'assistant de Bleuler à la clinique du Burgelsli à Zurich. Et c'est Bleuler qui a attiré l'attention de Jung sur les travaux de Freud, l'interprétation des rêves et psychopathologie de la vie quotidienne. Et c'est donc Jung qui a fait connaître en France, enfin, a fait sortir d'Autriche la psychanalyse pour la faire connaître en France. Alors, Freud en faisait son dauphin. Freud s'est beaucoup brouillé avec ceux dont il faisait le dauphin, mais la sexualité, la notion de l'inconscient et le rapport au père ont été des éléments absolument majeurs dans la brouille de Freud et de Jung. Mais ce que vous pouvez être attentif dans ce film, c'est justement à cet attrait réciproque de Jung pour Sabina Spielrein. Et effectivement, elle a été prise, elle s'est elle-même placée entre Freud et Jung au moment où elle était très déçue de l'amour que ne lui rendait pas Jung. Alors, nous allons évidemment voir le film, mais avant, parce que quand même je l'ai fait venir pour ça, donc je ne le laisserai pas partir sans qu'il nous parle de Moïse. Ça tu ne t'en sortiras pas aussi facilement. Hein. D'accord, mais en 5 minutes, je vais avoir du mal. Donc donnez-moi un tout petit peu plus, à moins que vous soyez fatigué. 5 minutes. 5 minutes, bon. Alors, dans sa correspondance avec Arnold Zweig, à propos de Moïse, puisque Arnold Zweig le relançait, ce qu'il a dit, c'est « Laissez-moi tranquille avec Moïse. L'échec de Moïse me déprime. » Moïse, le travail est dur. Dans sa correspondance, à chaque fois, il en parlait. Les tables, si vous voulez, c'était un texte dans lequel il a eu beaucoup de contrariétés. Il a commencé par l'appeler roman historique, mais au niveau du roman, il s'est dit « Je ne peux pas faire un roman, Thomas Mann est meilleur que moi. » Au niveau de l'historien, il se disait « Mais moi, l'histoire, je ne suis pas un historien. Ce que je peux faire, c'est l'histoire de la psyché humaine. C'est ça qui m'intéresse. Donc je ne peux pas faire un livre d'histoire non plus. » Ce qui fait que lorsqu'il s'aventure dans l'affaire de Moïse, il est très embêté. Et en plus, nous sommes dans des années très difficiles et il est à Vienne. Donc cet ouvrage, Moïse et le monothéisme, va avoir 3 rédactions en réalité. Il y a 3 dissertations de si Moïse était un Égyptien, Moïse est égyptien, et l'homme Moïse et le monothéisme. Donc 3 dissertations, et les 2 premières sont rédigées avec la peur du nazisme et l'abri, la protection du catholicisme, mais qui est aussi une façon d'être bridé. Donc il n'y a que le 3e livre qui se passe à Londres, où déjà Freud a quitté Vienne. Il est à l'abri et c'est là qu'il va pouvoir un peu s'exprimer. Donc, ce que l'on peut remarquer, évidemment, c'est long, il faudrait tout voir, c'est que les thèses qu'il avance sont très nombreuses. Il n'y a pas que 2 ou 3, il y en a une dizaine, si vous voulez, dans cet ouvrage. Et Moïse est une affaire qui le travaille, pas comme dernier livre en 1934, depuis très longtemps. C'est-à-dire que depuis 1913, il avait écrit un article sur le Michel-Ange, le Moïse de Michel-Ange. Et le Moïse de Michel-Ange le préoccupait depuis 1900. Il a attendu de finir l'interprétation des rêves pour se préoccuper, et c'était la mort de son père en 1896 qui l'a orienté vers, si vous voulez, le complexe d'Oedipe, et en s'intéressant à Moïse, le Moïse de Michel-Ange. C'est très compliqué, mais à la période de 1913, il est en train de découvrir le complexe d'Oedipe dans la conscience collective. Et il écrit Totem et Tabou. Totem et Tabou qui est la thèse principale, si vous voulez, de la horde primitive, où le peuple tue son père. Alors donc, si vous voulez, l'idée, c'est qu'il pense à Moïse en parlant de la horde primitive qui est l'origine de l'humanité. Ça veut dire que Moïse, il l'a toujours eu en tête, mais comme une espèce de refoulement. Alors on se demande si le complexe d'Oedipe, finalement, il ne veut pas le pratiquer sur Moïse. Donc je dis, on se retrouve dans les 3 dissertations de Moïse,
et le monothéisme, avec l'affaire du nazisme. Qu'est-ce qu'il veut faire? Donc, si vous voulez, il donne des hypothèses que vous connaissez. Moïse n'est pas juif, hein, il est égyptien. Moïse a été assassiné par son peuple. La circoncision, c'est égyptien. Il n'y a pas de circoncision ailleurs, si vous voulez. Et alors, c'est Moïse égyptien qui va apporter la circoncision. Il n'y a pas un seul Moïse, mais il y en a deux. C'est-à-dire, parce que là, si vous voulez, il faut dire aussi très rapidement que nous sommes au XIXe siècle et les lectures bibliques n'ont pas connu la réforme du judaïsme que le XXe siècle a connu, avec ceux que nous connaissons, nous, c'est-à-dire Buber, Rosenzweig, Lévinas, qui reprennent le judaïsme. C'est une véritable réforme. La Bible était entre les mains des protestants. Donc, c'est des lectures de protestants qu'il a. Ernest Céline ou Edward Meyer sont des gens qui ont une vision protestante de la Bible et qui lisent le texte et qui trouvent effectivement que Moïse a été tué par les Égyptiens. Mais quand vous allez voir le texte, Moïse était un Égyptien et il a été tué par son peuple. Mais quand vous allez voir le texte où il se réfère à Osée qui dit que Moïse a été tué par son peuple, vous réalisez que ce dont il s'agit, avec les concordances dans les textes, ça n'est pas de Moïse, c'est des princes de ce peuple, c'est Gdalia. Pour ceux qui font ou qui connaissent ce jeûne il y a un jeûne pour Gdalia, qui est un général qui a été tué. Et c'est de Gdalia qu'on parle, on ne parle pas de Moïse. Donc il y a beaucoup d'éléments que Freud utilise sans être sûr, il ne connaît pas l'hébreu, et puis il ne connaît pas vraiment le texte, il s'y intéresse comme un ethnologue et un psychanalyste. Ah non, justement là, sur l'hébreu, non, il ne connaît pas. Il lit la Bible en tout cas. Oui, mais l'hébreu, il ne connaît pas. Donc il y a beaucoup de thèses comme cela qui lui attribuent des choses que lui... Enfin, moi, je me réfère à lui-même, ce qu'il dit de lui-même. Donc, voilà. Donc, toutes les thèses... Pourquoi est-ce qu'il fait ce livre? D'abord, il se demande pourquoi ce peuple ne disparaît pas. Qu'est-ce qui se passe? Il ne veut pas disparaître ou quoi? Qu'est-ce qui lui arrive? Il pourrait disparaître, parce que, si vous voulez, d'après ce que j'ai dit de Kafka et Freud, ils auraient bien voulu, d'une certaine manière, que soit on disparaît, soit on a une véritable adhésion à une pensée rationnelle. Ce n'est pas un truc avec des singeries où on ne sait pas ce qu'on fait. Ça, c'est insupportable pour des rationalistes, de pratiquer des choses sans comprendre. Donc, là, il n'y a pas de disparition, et il voit que les Grecs, les Romains, tout cela, ça disparaît. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le Juif ne disparaît pas? Donc ça va faire l'enjeu de la troisième partie, mais il n'arrive pas à comprendre. Alors en même temps, il a le problème dans les deux premières dissertations, du nazisme et de l'antisémitisme. Donc il voudrait bien faire il a cette volonté quand même de faire de Moïse quelqu'un qui ne soit pas juif. Au fond, si Moïse n'était pas juif, on est tranquille. On serait anti-égyptien. Si Moïse est égyptien, il n'y a plus d'antisémitisme possible. Et donc il a cette idée d'humaniser finalement l'antisémitisme, d'une certaine manière, de faire en sorte qu'on est anti-Moïse, et en étant anti-Moïse, on est anti-monothéisme, fait par un Égyptien. Donc ça embrouille. Et d'une autre manière, il veut introduire le complexe d'Oedipe. Ça veut dire un être qui est vraiment humain, il tue son père et il le mange. C'est ça, être humain. Donc il faut qu'on introduise le complexe d'Oedipe dans l'humanité. Il faut que le complexe d'Oedipe, qui est dans l'humanité, on l'introduise chez les Juifs. Donc il va en faire, si vous voulez, quelqu'un de tué par son peuple, et pas mangé par son peuple, mais disons, fondant une religion, qui est celle du judaïsme, où on célèbre les choses avec une culpabilité à l'égard du meurtre du père, comme tout le monde. Enfin, il faut quand même tuer son père et le manger. Soyons sérieux. Voilà, si vous voulez, je ne veux pas prendre trop de temps. Je peux parler encore longtemps de cette affaire, puisque la troisième dissertation est très intéressante, il faut la lire. Merci.